Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Alors que l'on manque cruellement d'AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, comment rendre le métier attractif? Comment faire pour que les enfants atteints de handicap soient aidés comme il se doit? Eh bien, c'est la question du jour. On en parle dans un instant avec nos invités. Partir à l'aventure sur un voilier de Caen jusqu'aux îles danoises, c'est le défi que vont se lancer 16 étudiants de Sciences Po Rennes qui étudient au campus des transitions. Alors pourquoi un tel projet? On demandera au directeur de Sciences Po Rennes, notre invité, en deuxième partie d'émission. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Cette semaine, elle reçoit Aria Crescendo. Mais tout de suite, place à l'actualité avec Michael Dos Santos. Bonjour Michael. Bonjour Virginie. Alors on commence avec le drame qui bouleverse la France tout entière, le meurtre de la jeune Lola, avec sa disparition tragique qui peut évidemment être difficile à vivre pour ses camarades aussi. Alors qu'est-ce qui a été mis en place, Michael? Alors heureusement, l'Éducation nationale a réagi très vite. Des cellules d'écoute ont été mises en place dans l'enceinte de l'école Georges Brassens où était scolarisée Lola. Des psychologues ont également été déployés dans des écoles et des maternelles du quartier. Cela permet d'échanger, de démentir aussi certaines rumeurs vues sur les réseaux sociaux ou encore d'évacuer certaines craintes. Ces derniers jours, des parents d'élèves ont avoué que leurs enfants n'osaient plus sortir sans être accompagnés. Des papas, des mamans souvent effrayés de laisser leurs enfants seuls. Je lui dis de ne pas faire confiance, de faire attention, de ne pas parler aux inconnus. C'est vrai qu'avant qu'on lui disait parle pas aux hommes et tout ça, maintenant c'est même aux femmes. Prends pas l'ascenseur avec un inconnu, un voisin. Je pense au pire, c'est la psychose. C'est la psychose et attention, tout de même bien sûr, puisque certains psychologues interrogés par nos confrères de BFM rapportent que ces cellules d'écoute ne sont qu'un point de départ. Parfois les traumatismes pour ces enfants peuvent survenir plusieurs semaines après le drame. Et parmi les signes inquiétants, il y a les cauchemars à répétition, les troubles du sommeil ou encore les douleurs abdominales. Les rapports se dégradent entre les enseignants et leurs supérieurs hiérarchiques. C'est ce que révèle une étude publiée hier par l'association L'Autonome de Solidarité Laïque. Le nombre d'insatisfaits a bondi littéralement en l'espace de 10 ans. Le nombre d'enseignants de collège et de lycée mécontents est de 50%. Il était auparavant de 37%. Un chiffre qui grimpe même à 56% pour les enseignants de lycée professionnels. Il souligne l'absence de solidarité ou encore le manque de respect de la part de certains supérieurs hiérarchiques au sein de l'éducation nationale ou même au cœur des établissements, les proviseurs, en l'occurrence des proviseurs d'ailleurs qui confirment ce climat délétère. Et qu'est-ce qui explique justement ces mauvais résultats? Essentiellement, Virginie, les réformes récentes, celles du lycée ou encore celles du bac qui sont très mal perçues. Moins de 9% des enseignants les approuvent. Conséquence, la moitié d'entre eux ne sont pas satisfaits de leur métier et songent même à quitter leur poste. Petit point positif malgré tout, sur les près de 9000 sondés, un peu plus de 80% des enseignants pensent que la relation avec les élèves est positive, elle est bonne, et c'est un chiffre qui est en légère hausse. On poursuit avec une fillette qui a semé la panique hier dans la cour de récréation d'une école parisienne. Oui, les faits se sont déroulés hier dans le 9e arrondissement de la capitale. À l'heure de la récréation, la fillette de 10 ans a pourchassé 27 de ses camarades à l'aide d'un couteau de cuisine, une arme qu'elle avait cachée dans ses vêtements. Heureusement, le médiateur de l'école a réussi à raisonner la fillette qui n'a blessé personne. Alors selon les premières informations, cet élève de primaire serait reconnu comme handicapé et régulièrement suivi par un centre médico-psychologique. L'enquête de police devrait déterminer comment elle s'est procuré ce couteau de cuisine et puis surtout quelles étaient ses motivations aussi. Peut-être aussi un manque justement de ESH, c'est notre sujet du jour, on va en parler, manque de ESH à ses côtés justement. On termine avec la visite surprise de 2 stars dans une école à Marseille. Oui, imaginez la réaction des élèves du collège Henri Barnier à Marseille quand Zinedine Zidane et Soprano arrivent en salle de classe. Hier, l'ancien footballeur qui a étudié d'ailleurs dans cet établissement et le chanteur sont venus pour une dictée, mais pas n'importe laquelle, la dictée de l'association Ella dont Zinedine Zidane est le parrain, une dictée qui a pour but de sensibiliser les enfants sur la leucodystrophie et les maladies génétiques et dégénératives qui touchent le système nerveux, une opération qui a été développée partout en France avec d'autres personnalités. Et oui, nous avions reçu, Michael, effectivement, Christelle Cotard sur ce plateau, présidente de l'association Ella. Merci, Michael. Merci à vous. Alors que l'on manque cruellement d'AESH en France, comment faire pour que la situation s'améliore? On en parle tout de suite dans le Grand JT.
Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Clarisse Poussin. Bonjour. Bonsoir. Je suis contente de vous retrouver. Vous étiez venue déjà ici pousser un coup de gueule. Et on va en pousser... Exactement. Et on va en pousser évidemment, j'allais dire un second, mais en fait, c'est pas un second parce que c'est un deuxième, un troisième, un quatrième, parce qu'on n'arrête pas d'alerter. Mais comme vous êtes là sur le plateau, je vais dire un second, justement. Car oui, on manque d'AESH et il y a un vrai problème là-dessus. Face à vous aussi, je suis ravie d'accueillir Mathieu Defrel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes adjoint au maire de Stains en charge de l'éducation. Merci d'être là. C'est une première. Exactement. Alors, vous allez voir l'intérêt, il y en a beaucoup d'intérêt, évidemment. Mais sur School TV, deux choses. On parle d'éducation, évidemment, on fait avancer les choses, mais en plus, on est libre de pouvoir se parler, libre de dire les choses, et parce qu'on veut faire avancer la société, ou du moins l'éducation. Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental en France, et tant mieux. Pourtant, force est de constater qu'aujourd'hui, les enfants en situation de handicap ne sont pas égaux par rapport aux autres. Ils n'ont pas toujours accès à une AESH. Une AESH, je le rappelle, c'est un accompagnement d'élèves en situation de handicap. Mathieu Defrel, est-ce que c'est le cas à Stains, justement? Est-ce qu'il y a un souci? Oui, et c'est pour ça que je vous remercie doublement de l'invitation aujourd'hui, parce que je partage la colère qui anime bon nombre d'AESH et de personnes qui travaillent autour de la communauté éducative, les parents, depuis des années et des années, où on ne cesse de crier que la situation des enfants porteurs de handicap en milieu scolaire est aujourd'hui catastrophique, et qu'on est à la limite de se poser encore la question de savoir si on est en face de l'école de la République quand on parle de situation d'enfants porteurs de handicap en milieu scolaire ordinaire. Nous, à Stains, ça fait des années qu'on analyse et qu'on suit la situation. Pour donner un chiffre qui va être très parlant, c'est qu'en 2021, c'était près de 700 heures d'accompagnement qui manquaient à l'échelle de la ville, uniquement de la circonscription de Stains, pour pouvoir accompagner dignement l'ensemble des enfants en situation de handicap. 700 heures, ça veut dire qu'un élève a besoin de combien d'heures à peu près environ? S'il a besoin de 20 heures, admettons. Tout dépend de sa notification MDPH, mais il arrive très régulièrement aujourd'hui que si la MDPH notifie 20 heures, l'enfant aujourd'hui a 10 heures ou 15 heures quand il est bien loti en classe d'accompagnement. Donc on multiplie les heures effectivement manquantes fois le nombre d'élèves dans cette situation-là. Exactement. Et on obtient 700. Et on obtient 700 heures. 700 heures. Vous, évidemment, une réaction? J'imagine que vous n'êtes pas surprise, Clarisse. Moi, je suis à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne. Au 1er septembre, enfin on va dire au 10 septembre, il manquait 80 AESH sur la commune. 80 AESH 80 fois 24 heures notifiés, c'est-à-dire qu'en fait des personnes qui vous ont clairement dit, la MDPH, la maison donc, qui notifie un besoin effectivement d'AESH auprès d'enfants, et à la fois certains parents qui peut-être n'osent pas non plus faire la démarche. Non, ils n'osent pas parce qu'ils ne savent pas. En fait, ils n'ont pas connaissance de leurs droits. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on mette en place avec les parents d'élèves, les fédérations de parents d'élèves, les instituteurs, les directeurs, les responsables. En fait, la loi exige, la loi stipule que tout enfant a le droit à l'éducation de la République, qu'il soit dit normal, atypique ou porteur de handicap. En face, il y a une notification de la MDPH. Ce n'est pas respecté et il faut se battre. Voilà, il faut que tout le monde fasse la révolution parce que c'est une honte. D'autant plus que le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, ainsi que tous les personnels de l'éducation, oh, vous riez, zut. Mais alors évidemment, c'est pas à l'encontre du ministre, mais j'imagine c'est une situation qui évidemment vous agace et vous choque, car on parle d'inclusion à la fois avec l'ex-ministre Jean-Michel Blanquer et à la fois à nouveau avec Pap Ndiaye. Alors moi, je vais vous donner des chiffres qui vont vous faire bondir. Des vrais chiffres. Au niveau du 94, on a eu une réunion le 22 septembre. L'année dernière, enfin au 31 mai 2022, nous étions 2076 AESH dans le 94. Au 22 septembre, nous ne sommes plus que 1895 AESH entre les licenciements, et je dis bien abusifs, qui ont eu lieu sur des non-renouvellements de CDD et qui prend en compte aussi la dotation des 4000 AESH promis par monsieur le nouveau ministre. Donc sur le Val-de-Marne, ça nous a fait 64 AESH en plus. Donc nous sommes 1895 AESH et en face, nous avons 1964 élèves avec une notification individuelle égale un AESH pour un élève. Donc déjà, ça ne marche pas. Déjà, ça ne marche pas. Voilà. Alors, excusez-moi, parce que quand vous parlez, là, vous parlez de licenciement abusif. C'est-à-dire que quand on est dans une phase où on manque d'AESH, en plus, on licencie?
Ah oui, ah oui. Alors les AESH, parce que comme nous n'avons pas de statut, enfin nous n'avons même pas de métier, hein, nous avons une mission d'intérêt éducation nationale. Donc nous sommes contraints à des CDD de 3 ans, renouvelables une fois, et à l'issue des 6 ans, nous pouvons prétendre à un CDI. Sachant que, grosse parenthèse, CDD précaire, avec des emplois partiels imposés à 57% du SMIC. Et avec des salaires égal 700 € net à la fin du mois, égal on pleure, enfin tout va bien. Hein, on fait 3 boulots ou 4 pour survivre. Donc oui, on va en parler cet été a eu lieu la première vague de renouvellement de ces fameux CDD de 3 ans. Et il y a plein d'AESH qui se sont vus notifier un non-renouvellement de leur contrat sans motif réel et sérieux, égal tu t'en vas. Mais non-renouvellement, pourquoi, par exemple? Mathieu Defrel, vous avez un avis là-dessus? Parce que c'est quoi? C'est trop cher de les payer en CDI? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas forcément. Ça peut être tout simplement une interprétation. Alors, il faut savoir que dans la chaîne de recrutement des AESH aujourd'hui, nous, on constate à ce temps sur la circonscription que c'est beaucoup les habitants qui vont vers la circonscription. Il y a très peu de circonscriptions qui vont vers les AESH pour trouver des profils, parce que pour attirer après une telle description, je peux vous dire qu'il faut s'accrocher et que les personnes qui poussent la porte de la circonscription et de l'éducation nationale pour faire ces métiers sont des personnes qui le font avec du cœur et qui ne comptent pas leurs heures et qui le font avec une réelle vocation dans l'intérêt de l'enfant. Ça, c'est très important de le dire, et on peut largement saluer leur engagement au quotidien. On a besoin d'eux. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'ils ne sont pas accompagnés, il manque de formation, le suivi en circonscription est complexe, donc vous arrivez à des périodes d'évaluation fin de contrat où après, vous évaluez sur quoi? C'est presque au doigt mouillé, et que vous vous retrouvez dans des situations où vous avez des contrats qui ne sont pas renouvelés, avec des agents dont on a besoin aujourd'hui, parce qu'on est déjà en manque cruel d'heures d'AESH et d'accompagnement, et on se retrouve là dans un schéma qui est complètement ahurissant. Oui, mais je comprends toujours pas. Enfin, pourquoi on ne renouvelle pas alors qu'on est en manque justement d'AESH? Eh bien, pourquoi le CDI n'est pas signé dans ces cas-là? Ah non, mais le CDI, de toute façon, c'est à la 7e année. Et normalement, dans les textes de la circulaire de 2019, l'AESH doit être évalué par son inspecteur. Moi, j'en suis à ma 5e année. Je n'ai jamais eu mon rendez-vous en entretien individuel. Là, j'ai eu mon renouvellement de CDD, comme par magie, sans renouvellement. Bon, je sais un peu pourquoi. Mais voilà, il y a des collègues qui se sont retrouvés, qui ont reçu un courrier recommandé de notification de non-renouvellement de CDD, sans aucun motif réel et sérieux, sans rien, égal bonjour madame, au revoir madame, et qui se retrouvent complètement anéantis parce que pendant 3 ans, ils se sont investis dans leur mission. Bien sûr. Et qu'on on leur dit rien. Et que du coup, nous, au SNUPP, on les défend. On a réussi à faire renouveler des CDD. Mais là, il y a la deuxième vague qui arrive, qui commence. Aujourd'hui, il y avait une signature de contrat. Et ça va être la même chose. Vous parlez on débarrasse des gens. Vous parlez d'investissement. Effectivement, vous le dites aussi, Mathieu Defrel. C'est vrai que l'investissement est énorme, car les salaires très bas, et on va en parler juste après, précisément des salaires, mais un investissement au quotidien. Et puis, c'est vrai qu'on dit toujours un enfant égale une AESH, c'est-à-dire qu'en fait, un enfant en situation de handicap a besoin d'avoir un accompagnant face à lui ou à elle. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on ne démultiplie pas? La dernière fois, quand vous étiez venu sur ce plateau, vous m'avez dit, mais je suis obligée, finalement, il y en a un autre qui n'est pas bien, etc. Il faut bien que j'aille m'en occuper, je ne peux pas le laisser comme ça. La vocation, en fait, elle prime au-dessus de tout. Est-ce qu'ils profitent de cela? Évidemment qu'ils profitent de ça. Puis ils profitent bien, bien, bien. Donc je vais finir mes petits chiffres. L'éducation nationale. Alors finissez. Voilà. Enfin, pour moi d'abord l'académie, le rectorat du 94, mais après le rectorat de Créteil. Je vous disais tout à l'heure, 1964 élèves avec une notification I, on n'est même pas assez. Et derrière, il y a 5726 élèves dans le Val-de-Marne qui ont une notification mutualisée et 1108 élèves dont leur notification va tomber là, prochainement. Donc on arrive à 8800 élèves avec une notification MDPH, et en face, 1895 petits agents. Enfin, je dis bien petits agents, puisque nous n'existons pas, nous sommes les invisibles. Et donc ça fait, j'ai fait la petite fraction là. Vous n'êtes pas invisible sur Scoop TV. Ça fait 5 élèves par AESH. Quand on s'est vu au mois de juillet, je vous ai parlé de ma situation. J'avais donc un élève en CM1, deux élèves, mais un dans chaque classe. Cette année, qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a plus d'AESH. L'année dernière, dans mon école, il y avait 7 AESH. Cette année, on est 3,5. Parce que licenciement abusif?
Non, parce qu'il y a des licenciements, parce qu'il y a des départs, parce qu'il y en a qui démissionnent, parce qu'on ne peut pas... Trop dur. On peut pas survivre. Donc cette année, je me retrouve en CM2 avec mes 2 élèves que j'ai accompagnés chacun dans une classe. En CM2, aucun des deux n'écrit. J'ai un épileptique et un autiste. Ils sont tous les deux en train de chuter. Et moi avec. Parce que je n'y arrive pas. Je ne peux pas faire ce que je voudrais faire pour eux, pour les aider. Voilà. Est-ce que vous avez, Mathieu Defrel, des parents qui viennent vous voir aussi totalement démunis, car en fait, c'est un drame pour vous, évidemment, au quotidien, pour vous deux, chacun de votre côté, pour ces fameux élèves, effectivement, sur ce handicap, mais aussi pour leurs parents. Ils ne savent plus quoi faire. Tous les jours, on est face à des situations, monsieur le maire en première ligne, et moi, bien évidemment, en second rideau, où tous les jours, on est sollicité par des familles qui se retrouvent en grande difficulté. Parce qu'il y a la détresse de la famille, avant tout, il y a la détresse de l'enfant, il y a la détresse du corps enseignant et du personnel de l'éducation nationale et des AESH. On est face à une chaîne de valeur qui est en train de tomber en décrépitude. Et je peux vous dire que moi, j'ai un cas en tête l'année dernière qui est très parlant. D'une petite fille, une maman qui m'appelle pour me dire que sa petite fille, qui était en grande section de maternelle, venait de subir une opération lourde, une amputation de la jambe, qu'elle était en convalescence à la maison et qu'elle pouvait enfin retourner à l'école. Pour cet enfant, je peux vous dire que retourner à l'école, retrouver ses copains, pour elle, c'est le bonheur, c'est le plus beau jour de sa vie. C'est recouvrer sa vie normale, sa liberté. Elle appelle l'école, et qu'est-ce que lui dit l'école? Elle ne peut pas revenir, je n'ai pas l'AESH, je n'ai personne pour accueillir l'enfant. On parle d'un enfant qui a sur un handicap physique, moteur, c'est-à-dire juste de déplacement. On n'est pas encore sur des handicaps plus lourds, psychomoteurs ou psychologiques. Et là, on a la détresse de la famille. Parce que j'ai une maman qui m'appelle, qui me dit « Mais monsieur Defrel, je suis au bout de mes jours de congé. Je ne peux plus prendre de jours de congé. Comment je fais ? Ma fille veut retourner à l'école, comment je fais? Et c'est un droit, un devoir aussi. C'est un droit, on est face à l'école de la République, c'est égalité, c'est l'égalité, c'est sur le fronton de toutes nos mairies, et c'est la devise, un des triptyques de la devise de la République. On ne peut pas dire à un enfant, tu restes à la maison parce que je ne peux pas t'accueillir, ce n'est pas possible. Autrement dit, l'école crée des inégalités en n'apportant pas les AESH nécessaires. Elle crée des inégalités, carrément. Nous, à Stains, il faut savoir que ça fait 3 ans, même 4 ans maintenant, que le maire de Stains est à la tête d'un recours contre l'État pour rupture d'égalité républicaine, notamment en matière d'éducation, pour dénoncer justement une chaîne d'injustice et d'inégalité territoriale qui ne cesse de se répéter depuis des décennies sur nos territoires. Et le 94 n'est pas exempt de ces difficultés-là. Évidemment. Dans le 93, il y a un chiffre qui est très parlant, c'est un enfant qui perd en moyenne 1 année de scolarité sur toute sa scolarité entière. Maintenant que vous faites partie de la mairie, effectivement, de Stains, est-ce que vous arrivez à voir les rouages politiques et à se dire comment faire pour qu'on soit enfin entendu? Car on pourrait croire, on dénonce toujours les politiques, etc., mais enfin on sait bien que tous les maires de village et ceux qui travaillent avec eux sont au contraire ceux qui aident au quotidien, et on le voit bien, j'imagine, de votre côté aussi, au sein de votre ville. Mais est-ce que vous arrivez à faire en sorte que l'information remonte et à un moment on se dise, OK, la sonnette d'alarme est enfin tirée et il va se passer des choses? Alors oui, la sonnette d'alarme, on la tire depuis des années. Je peux vous dire que quand on a porté ce recours, on a eu le défilé de 7 ministres en Seine-Saint-Denis pour dire non, on fait plein de choses. On a annoncé plein de plans pour l'école. Il y a eu la fameuse prime des 10 000 € pour les 5 ans d'exercice pour essayer de fidéliser des fonctionnaires dans des zones dites tendues. Il y a des réactions de façade et puis il y a le travail de fond qu'il faut avoir. Et je pense que le travail de fond, il est législatif. À un moment donné, il faut statuer pour pouvoir accorder un réel statut aux AESH. Je sais qu'il y a une proposition de loi qui va être soumise le 11 novembre prochain à la niche parlementaire par le groupe de la NUPES-LFI avec Nadège Abogognoli qui va porter ce rapport pour demander la création d'un corps de fonctionnaires pour les AESH. Pour moi, c'est une reconnaissance nécessaire, indispensable déjà pour dire on reconnaît votre travail au quotidien et derrière, on vous accompagne aussi dans la réévaluation de votre rémunération, de votre salaire, parce qu'aujourd'hui, les AESH, c'est la réalité. 3, 4 boulots, et les villes contribuent à leur petit niveau en proposant notamment aux AESH de venir travailler sur le temps de la pause méridienne, sur le périscolaire, sur les centres de loisirs. Alors justement, parlons-en pour ceux qui nous regardent. Il faut bien comprendre ce statut que vous demandez justement, statut de fonctionnaire de catégorie B. Donc déjà, on parle du salaire classique, médian,
d'une AESH? Eh ben, classique, c'est simple. Dites-moi. Dans le 94, nos contrats sont bloqués à 57% du SMIC, 22 heures devant élèves. 24 heures dans le 93, mais ça y est, on y arrive là. Hein. Après 4 mois de grève. Moi, je peux même pas dire youpi, hein, franchement, on peut pas dire youpi là. Voilà. Donc, voilà. Et on est à combien? Après 4 mois de grève, nous allons passer. Donc aujourd'hui, je touche, donc avec mon deuxième CDD de 3 ans, 973,10 € bruts par mois. Voilà, tout ça avec une angoisse maximale, avec un stress de tous les jours, avec des heures et des heures et des heures en permanence. J'essaie de rester journaliste et calme, mais même j'y arrive pas. Avec le travail qu'on fait le soir pour préparer des aménagements pour nos élèves, nos réflexions, la préparation des réunions, enfin tout. Voilà. Et alors justement, qu'est-ce que ça changerait d'avoir ce statut de fonctionnaire de catégorie B justement? Eh bien, on serait comme les professeurs des écoles qui sont en classe devant élèves 24 heures, temps de classe. Hein. Enfin, moi, je vous parle de l'école primaire parce que je travaille en école primaire. Mais néanmoins, ils sont payés sur une base de 35 heures puisqu'on prend en compte toutes les heures à côté, tout ce qu'ils font à côté, les corrections de copies, les réunions, enfin tout ce qui leur permet de préparer dignement leur classe. Et nous, si on arrivait à avoir un statut de fonctionnaire, déjà, on serait plus invisible. On est quand même 132 500 AESH en France. C'est quand même pas rien, quoi, hein, pour 450 000 élèves porteurs de handicap. Donc, si nous réussissions à obtenir ce statut, nous existerions, nous aurions un métier et fatalement, nous aurions un salaire digne qui correspond à notre métier. Moi, je me refuse, je ne suis pas la seule. Moi, je suis accompagnante d'élèves en situation de handicap. Je n'ai pas envie, en plus de mes 35 heures par semaine sur 3 boulots, parce que je dis bien 3 boulots, AESH, cantine, études. Je cumule pour avoir 900 € net à la fin du mois et faire avec. Je n'ai pas envie, en plus, d'aller le mercredi faire le centre aéré parce que j'ai 50 ans et qu'il y a des jeunes qui sont animateurs, c'est leur métier, qui sont prévus pour faire ce taf, quoi. Oui, puis ce qui est terrible, c'est de devoir argumenter pour pouvoir toucher juste un salaire décent. Voilà. Mathieu Desfrel, vous avez interpellé le ministre Blanquer en 2019, en 2020, Papendiaï en 2022. La situation, vous le dites, semble bouger avec la proposition, effectivement, du côté de la NUPES. Mais il y a une campagne qui a été lancée. J'aimerais qu'on la regarde ensemble et avoir votre réaction. Je ne vais même pas poser de questions parce que j'ai juste un rire de chaque côté. Voilà la campagne qui a été lancée. C'est quoi? C'est Béni Oui Oui? C'est votre pays a besoin de vous, quoi. C'est un peu ça. C'est venez, on va recruter local. On en rigolait tout à l'heure en aparté en se disant que c'était un retour un peu en arrière. Ce qui est proposé là aujourd'hui, cette campagne de recrutement massive, c'est ce que nous déjà on fait à l'échelle locale depuis des années, d'encourager les familles, les personnes qui ont cette vocation à travailler auprès des enfants porteurs de handicap, de se rapprocher des circonscriptions pour essayer de proposer leur temps, leur savoir-faire. Bon, il y a plein de leviers bloquants. Parce que c'est-à-dire que les motiver avec un salaire aussi peu intéressant. Mais soyons clairs, aujourd'hui, une campagne de recrutement comme celle-ci suffira pas à redorer le blason de ce métier qui est pourtant indispensable dans la vie des élèves. Je pense que c'est toute une chaîne de valeur qu'il faut retravailler. C'est comment on fait pour demain dire vous êtes AESH, vous êtes considérés, nous vous considérons, nous vous voyons, nous reconnaissons tout le travail et les apports que vous apportez au quotidien dans la classe, dans le groupe classe, auprès de l'élève, mais pas qu'auprès de l'élève, parce que l'AESH, elle participe aussi à la réalité de l'inclusion de l'élève, c'est-à-dire aux interactions avec les autres élèves. Quand on est en pause méridienne, à comment on travaille sur des petites activités avec d'autres élèves, ils ne sont pas isolés dans leur coin. Et surtout, ce n'est pas que pour ces élèves-là, car l'inclusion est nécessaire et profitable pour tous les autres élèves. C'est une ambition qui est forte, mais cette campagne-là, à notre sens, et moi je le vois en tant qu'élu, elle a sa limite. C'est-à-dire que bien sûr, on fait beaucoup de bruit, on va mettre des moyens pour aller recruter localement, mais qu'est-ce qu'on fait après derrière concrètement pour faire en sorte que ce métier, on ait une vraie vocation, qu'on puisse après évoluer au bout d'un certain temps, qu'on puisse passer, qu'on soit considéré comme un enseignant, enfin pas comme un enseignant, mais en tout cas dans l'équipe pédagogique de l'école, et que voilà, il y ait cette
considération qui est nécessaire. Et donc vous proposez aussi des jobs en plus, de travailler dans le périscolaire pour que... Alors oui, parce que pour nous c'est gagnant, gagnant, gagnant. J'aime pas cette expression un peu trop capitaliste à mon goût, mais c'est pas grave. C'est gagnant pour les familles, parce que très souvent l'enfant porteur de handicap, il se retrouvait en milieu scolaire, mais à la pause méridienne, il n'avait pas de solution, parce que si personne ne l'accompagnait sur la pause méridienne, les familles devaient s'organiser pour venir le récupérer, pour qu'il mange à la maison. Donc c'est une organisation de vie, parfois avec des voisins, les parents en tant que tels, ça peut être une barrière à l'insertion professionnelle, c'est très complexe. Ouais. C'est gagnant pour l'enfant qui participe à tous les temps de la journée scolaire et qui est avec ses camarades du matin au soir, et c'est gagnant pour pour l'AESH qui se voit avoir un petit complément de salaire qui lui permet de toucher un petit peu plus que le salaire qui lui est proposé aujourd'hui par l'Éducation nationale. Enfin, aujourd'hui, quand on sort de la crise que l'on a connue, la crise sanitaire, qu'on connaît la crise économique et sociale qu'on est en train de traverser, qu'on voit la flambée des prix des matières premières, du coût de la vie, de l'essence, comment vous pouvez dire à un AESH tu gagnes 790, 800 euros par mois. Comment, humainement, on peut dire à quelqu'un, voilà, merci. C'est pour ça qu'on a mis un SMIC en place, d'ailleurs. Ton travail mérite 800 euros. C'est une honte. Ah oui, c'est une honte. Mais c'est la vérité. Bon. Alors, une réaction justement à cette affiche, car je vous ai vu bondir. Moi, j'ai eu la chance de recevoir cette affiche le 10, le jour où elle est sortie, par un journaliste qui m'a contactée pour me demander mon petit avis. Et ma réponse a été « Ah ben c'est super, on propose ça à des femmes d'un certain âge, les cheveux gris, le chignon. » Donc je pense qu'on prépare les pré-retraites. Tu peux aller bosser près de chez toi, super. T'as envie de les accompagner, super. Les petits ballons roses et bleus, c'est la fête. En fait, oui, moi je m'amuse tous les jours. Enfin, franchement, je rentre chez moi, je suis pas du tout fatiguée. Et puis, la chance, c'est que si jamais on a envie d'être AESH, il faut qu'on ait un super smartphone pour scanner le QR code, qui, évidemment, je suis allée chercher, qui nous explique ce que sont les missions d'AESH. Et là, je pense que les gens, ils vont partir en courant. Enfin, je leur souhaite, sincèrement. Alors justement, c'est une vocation. Enfin, on fait pas. C'est pas un job, quoi. C'est pas le petit boulot de bénévolat parce que tu sais pas quoi faire. Non. C'est un vrai travail. Et c'est pour ça que ça doit être un vrai métier. Et c'est pas ça être reconnu, effectivement. Alors, en plus, dans le Val-de-Marne, on a proposé aux parents maintenant de devenir AESH. Alors là, évidemment... Alors là, je tombe. Oui. Voilà, donc je vais vous raconter quelque chose. J'ai rencontré, dans le cadre des manifestations des AESH du 94, où nous avons fait la grève pendant plus de 4 mois pour obtenir ce fameux passage à 24 heures, peut-être au mois de janvier prochain. Et j'ai rencontré une maman d'enfant handicapé. Son enfant est décédé depuis. Et cette maman m'a expliqué qu'en 2005, quand la loi sur l'école inclusive a été décidée, il n'y avait pas d'AVS, donc elle accompagnait son enfant. AVS, c'était avant l'AVS, auxiliaire de vie scolaire, et puis après, maintenant, accompagnant effectivement d'élèves en situation de handicap. Et elle m'a dit, en fait, il n'y avait pas d'accompagnant, donc j'accompagnais ma fille en classe, dans un caddie de supermarché. Ah oui. Ok. Et donc là, j'apprends que M. Overlot, le recteur de Créteil, sollicite les parents pour devenir AESH. Alors, un AESH n'a pas le droit d'exercer en tant qu'AESH dans l'école où sont scolarisés ses enfants. On va demander à un parent qui subit déjà le choc et le traumatisme d'être parent d'un enfant porteur de handicap, et on va lui dire... Vous allez venir en classe accompagner votre enfant. Non. Surtout que cela suscite une formation. Voilà. Une quoi? Le mot, je dis un gros mot? C'est ça, un gros mot. Donc déjà, non, je veux dire, moi, je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse proposer ça à des parents. Enfin, ils sont déjà dans une souffrance absolue. Le cheminement pour arriver à accepter le handicap de leurs enfants, à monter ces fameux dossiers MDPH qui prennent des fois 4, 5, 6 ans pour obtenir une notification. Après, il n'y a pas d'AESH. Monsieur, madame, vous allez venir accompagner votre enfant en classe. Non. L'enfant, il n'a pas besoin de ses parents à l'école. L'école, c'est l'État français, c'est pas les parents. Et ça n'a rien à voir. Et les AESH, formation. Voilà. Venons-en, puisque c'est ma dernière question. La formation. Alors, oui.
Je vous l'ai déjà dit, je crois, au mois de juillet. Tout à fait. Un AESH est recruté. Selon la circulaire de 2019, dans la première année d'exercice, normalement sous 3 mois, il doit avoir 60 heures de formation obligatoire. J'ai mis 5 ans pour réussir à l'obtenir. J'ai passé des heures dans un amphi avec 130 personnes où je n'ai rien appris. Certains la font par Skype ou par Teams. Oui, non, à bon, peu importe, de toute façon, voilà, Ouais. ça n'a servi à rien. D'autres, pas du Et moi, régulièrement, je fais des demandes de formation. J'ai fait une demande de formation ministérielle au mois de juin et j'ai appris lundi que ma candidature n'avait même pas été proposée. Même pas été proposée. J'ai demandé à faire une formation sur les troubles autistiques. Ça fait quand même 2 élèves autistes que j'accompagne, refusés. Une formation sur les élèves 10. C'est pas comme s'il y en avait, hein. Et une formation sur la langue des signes. Ça vous Et les étonne 3 m'ont été refusés lundi. Mathieu Desfrelles, ça vous étonne? Mot de la fin. Non, malheureusement, ça ne m'étonne pas. Et quand on dézoome même la photo, on se rend bien compte que cette problématique de la formation, elle touche toute l'éducation nationale. On le voit bien sur le corps enseignant, tous les contractuels qui sont rentrés ces dernières années pour essayer de combler les chaises vides face à élèves, même les enseignants titulaires. On voit que l'éducation nationale a du mal à suivre sur cette question de la formation. Sur les AESH, c'est amplifié et c'est anormal, puisque, encore une fois, on est là pour comment peut-on refuser une formation sur la question du trouble autistique alors que c'est le cœur de métier de l'AESH de pouvoir gérer au mieux cette problématique. Évidemment. Merci beaucoup à vous deux, Clarisse Poussin. Je rappelle que donc vous êtes AESH et aussi au SNU, SNU quoi? IPP. Bah oui, c'est le SNU-IPP 94. Je ne sais plus. Oui. Pardon, je suis tellement agacée par cette situation aussi que je... Mathieu Desfrelles, merci mille fois Merci d'avoir à vous. été avec Merci nous, pour l'invitation. adjoint au maire de Stein en charge de l'éducation. Voilà, c'est un vrai sujet, cela nous tient à cœur, mais c'est un vrai sujet surtout de problème d'éducation. On marque une pause, on revient juste après la pub. De retour dans le grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Nicolas Escache. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du campus des transitions, antenne Cannes de Sciences Po Rennes. Alors je suis ravie de discuter avec vous car ce campus des transitions, il fête ses 10 ans maintenant et j'aimerais savoir en fait ce que c'est précisément. On peut imaginer le campus des transitions, qu'on parle d'écologie, mais j'aimerais que vous nous expliquiez précisément. Oui, le campus de transition a été un campus pionnier sur la formation des transitionneurs, comme on les appelle. On a été d'ailleurs mentionné par le rapport Jean Jouzel remis à la ministre l'année dernière comme parmi les 14 initiatives internationales pionnières sur ces questions. Alors on forme d'abord nos étudiants à l'ensemble du socle pluridisciplinaire de Sciences Po, l'économie, le droit, la géographie, l'histoire, les langues. Et puis progressivement, ils se spécialisent pour pouvoir tirer des territoires et de la diversité des territoires les outils nécessaires à mener, à conduire ou à accompagner ces transitions avec une connexion très forte avec le terrain. Campus des transitions, alors certes, c'est effectivement l'écologie, on en parlait il y a longtemps, mais ce n'était pas un mot qui revenait autant dans la bouche à la fois de nos politiques et même de chaque citoyen. Est-ce que vous avez été un peu précurseur, si je puis dire? Vous avez senti le vent venir déjà il y a 20 ans? Oui, c'est tout à fait ça. On a commencé par travailler sur les énergies renouvelables. Il y avait une grande question en Normandie de former ceux qui travailleront dans les parcs, par exemple, éoliens, onshore et offshore. Et puis progressivement, on a réfléchi sur la question de la concertation, de la prospective, parce que quand on parle d'énergie, évidemment, c'est des questions qui sont importantes. Et on a élargi à la question des transitions au sens plus large, comment les territoires sont amenés à changer, ce qui nous amène à la fois à traiter de cette question-là de manière transversale, mais aussi à traiter les changements de comportement, l'accompagnement pour ces transitions. Et donc, on prend ces transitions de manière tout à fait globale. Alors, cette transition, on en parle davantage aujourd'hui car pour fêter les 10 ans du campus, vous organisez une expédition en bateau. C'est absolument génial. 16 étudiants qui embarqueront 9 jours sur le voilier, je crois qu'il s'appelle l'Aztec Lady de Caen. L'Aztec Lady, exactement. Voilà. Il passait à Granville. Exactement. Et vous partez de Caen vers les îles danoises. Pourquoi ce projet? Enfin, pourquoi cette expédition précisément?
Oui, ce projet s'appelle Objectif SAMSE. Donc, on emmène nos étudiants en transport décarboné. Une partie partira en bateau, une partie en transport en commun, une partie en vélo. Et l'idée, c'était de pouvoir à la fois faire la promotion d'autres types de mobilité, d'autres types de transport. D'ailleurs, on est aidé par la région Normandie. Le projet est cofinancé par la région. Mais aussi de proposer une expérience collective entre enseignants, étudiants, personnel administratif. Après la crise de la Covid, parce qu'on a connu une crise où les étudiants étaient beaucoup par Zoom, enfermés chez eux, ou dans les salles, et on souhaitait leur proposer une expérience de pédagogie immersive, qu'ils aillent au plus près, au contact, parce que les transitions, c'est pas seulement percevoir des chiffres, des rapports entre quatre murs, c'est vraiment aller voir comment ça se passe, comment l'eau évolue, comment la composition chimique de l'eau évolue, comment les animaux marins sont touchés, comment l'élévation du niveau de la mer peut être mesurée. Et c'était important pour nous d'aller vers une immersion et une pédagogie qu'on peut aussi appeler participative, contributive et mobile en l'occurrence. Et alors pourquoi le Danemark ? Le Danemark, parce que c'est un pays d'abord qui nous inspire beaucoup sur le campus. On a un pôle Europe du Nord. Quand on a dédié le campus aux transitions, il nous semblait évident de pouvoir se rapprocher de cette zone où on défriche beaucoup, on explore beaucoup, à la fois sur la question de l'urbanisme, sur la question de la participation citoyenne, par exemple. Et l'île de Samsø, alors le projet s'appelle Objectif Samsø parce qu'on va aller de la Normandie jusqu'à l'île de Samsø, est considérée comme une île laboratoire au Danemark. C'est un espace qui a muté beaucoup ces dernières années, qui est un espace agricole. Les agriculteurs ont posé des éoliennes sur leurs champs. Les citoyens ont acquis des parts aussi au sein de coopératives pour pouvoir cofinancer ces parcs éoliens. Et on sera amené à visiter l'Académie d'énergie, qui est une académie nationale danoise, et à rencontrer Søren Hermansen, qui est l'un des pionniers du développement durable au Danemark. Donc pour nous, ça avait du sens. C'était aussi donner du sens à cette expédition que de pouvoir se rendre à Samsø et pouvoir en tirer des enseignements et des transmissions ensuite pour la Normandie. Alors vous dites que certains se rendent en vélo et d'autres en bateau. Est-ce qu'ils se sont battus, les fameux 16 étudiants, pour embarquer sur ce voilier ? C'est trois expériences qui sont très différentes et trois expériences qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres. Nous, ce qui nous importait, c'est que les groupes puissent être complémentaires, c'est-à-dire qu'au sein de chaque groupe, on ait des profils qui soient différents. Et puis, ceux qui montaient sur le bateau devaient avoir une nécessité d'être en mer. Donc, on a prêté attention au fait que les projets puissent vraiment concerner le milieu maritime et investir ce milieu maritime. Mais les étudiants qui sont en vélo ont des projets très différents et qui nécessitent aussi la présence du vélo. Et puis ceux qui sont à Copenhague vont pouvoir creuser par exemple des partenariats. On a un certain nombre d'étudiants qui vont pousser des partenariats entre notre école et des villes danoises. Donc chaque finalement groupe va mener des projets qui sont très différenciés et tous vont se retrouver à Samsø à la fin du mois d'octobre. On va pouvoir partager nos expériences, partager les rencontres qui ont été différentes et à nouveau faire corps, parce que l'idée de ce voyage, c'est vraiment de pousser la cohésion. On part en octobre, c'est pas une période facile sur le plan de la météo pour des traversées, mais évidemment c'est le début d'année et pour nous c'était important de fonder cette année par une expérience qui soit une expérience pour tous et toutes, et qu'ensuite ça donne lieu à des expositions, à des conférences, à des transmissions avec les étudiants des générations futures. Donc c'était le bon moment pour nous pour entamer cette année par une expérience innovante et assez exceptionnelle. Vous pensez que les étudiants, finalement les plus jeunes, sont les meilleurs ambassadeurs sur ces sujets, sur ce type de projet ? Oui, ils sont d'une créativité qui est à toute épreuve depuis ces quelques mois, parce que c'est pas un projet évidemment qu'on a lancé depuis quelques jours. Depuis ces quelques mois où on a lancé ce projet, et ils nous surprennent chaque jour. On a des étudiants qui vont réaliser des morceaux de musique et qui vont ensuite les emmener dans les maisons de retraite ou les prisons. Des étudiants qui vont transcrire le voyage par des sons. Vraiment, ils nous poussent, ils poussent nos murs pour aller mener ces transitions de manière complètement inattendue. Et cette jeunesse, elle doit s'exprimer. C'est peut-être difficile de le dire aujourd'hui parce que l'hiver qu'on va passer et les années qu'on va passer vont être difficiles, mais je pense que la transition doit être aussi joyeuse. On doit se réapproprier cette transition, toutes et tous. C'est une réappropriation culturelle et on doit la porter haut et fort. La jeunesse, elle a besoin de vivre, elle a besoin de vivre ses expériences, elle a besoin de partager des expériences collectives, pas d'être devant une transition qui divise, mais d'être devant une transition qui fédère, qui rassemble. Et ce voyage, c'est avant tout un voyage qui est joyeux, qui célèbre. Et je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui pour entrevoir l'avenir plus sereinement. Vous pensez que c'est par le bas, finalement, c'est les citoyens qui vont faire bouger les lignes sur le plan de la transition écologique, davantage que les politiques ? Vous qui êtes à l'IEP, je me permets justement. Oui, puis je suis élu par ailleurs, mais
Je pense qu'on a besoin de tous les acteurs pour mener les transitions. On a besoin surtout de confiance entre nous. Aujourd'hui, il y a peu de confiance parfois envers les hommes politiques. Peut-être que les secteurs politiques ont parfois difficile à intégrer, ont des difficultés à intégrer la société civile. Je pense qu'on a surtout besoin en ce moment de confiance, de retrouver de la confiance, parce qu'on aura vraiment besoin de tout le monde. On aura besoin de pouvoir s'unir pour que les transitions, évidemment, accélèrent, mais aussi pour que chaque pas qu'on va mener soit un pas certain. Aujourd'hui, la transition, elle divise encore. On a encore beaucoup de climato-scepticisme, climato-fatalisme, et on a besoin vraiment, vraiment de faire corps. Alors, l'expédition, elle débute mercredi, il me semble, et pour 9 jours. Ça débarque quand ? Alors, elle démarre dès samedi. On a tout un tas d'événements à Caen demain après-midi, demain soir et vendredi soir. Et samedi matin, on propose à tous ceux qui le souhaitent, habitants de Caen, de la région Normandie, de venir voir le départ du bateau. On va traverser le canal de Caen à la mer. On partira de 11h à 11h de Caen et on arrivera à 12h30 aux écluses de Ouistreham. Et ensuite, on longera les côtes normandes. Donc, on invite tous ceux qui le souhaitent à venir voir le départ de ce bateau. Et évidemment, vous pourrez aussi nous suivre sur un certain nombre de blogs. Au retour, les étudiants animeront des blogs, les réseaux sociaux. Donc vous pourrez suivre aussi tout ce qu'on a pu apprendre pendant ce voyage. Et sur le bateau aussi, puisque les étudiants prendront des livres. On continuera à lire, à apprendre sur le bateau. C'est vraiment une école mobile. Et puis les étudiants participeront à la vie à bord. Ils feront des quarts, ils cuisineront, ils nettoieront le bateau. Ils auront vraiment des compétences qui seront des compétences très variées, qui pourront ensuite faire reconnaître. Donc c'est vraiment une expérience très inédite, une expérience mobile, une pédagogie mobile. Et on invite tous ceux qui le souhaitent à pouvoir se renseigner et à nous suivre avant, pendant et après. L'arrivée est prévue pour quelle date, Nicolas ? Alors on se rejoindra à Samseux vers le 30 octobre, on sera tous ensemble à Samseux du 30 octobre au 2 novembre, et puis ensuite le bateau reprendra la route, puisqu'il fait l'aller et le retour, il reprendra la route vers Caen, qu'il atteindra normalement entre le 10 et le 12 novembre, sachant qu'en fonction de la météo, on arrivera plus ou moins tôt ou plus ou moins tard. On publiera bien sûr les dates d'arrivée, mais voilà, ce sera pour nous aussi l'occasion de revenir à Ouistreham, qui était notre point aussi de départ. Alors je vous propose un point de rendez-vous le 31 pour qu'on fasse justement ce fameux point et que vous nous racontiez l'expédition. Alors peut-être pas vous, parce qu'on vous aura eu justement les 9 jours précédents, mais peut-être un membre de l'équipage justement pour témoigner et raconter comment ça s'est passé. Qu'est-ce que vous en dites ? Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ok, on organise ça. Bravo en tout cas pour cette expédition donc avec le campus des transitions, qui est donc l'antenne cannaise de Sciences Po Rennes. Merci Nicolas Escache d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, bonsoir. Et on poursuit ensemble avec Malika Ménard et Sonia Décolli. Cette semaine, son invité est Aria Crescendo. Et du coup, tu es multicasquette, mais si tu reviens à l'enfance, le métier qui te faisait rêver, c'est être sur scène. Ouais, depuis l'âge de 5 ans. Mais pas précisément en danse ou en chant. J'aimais chanter, donc peut-être je dirais les comédies musicales même, parce que j'aimais chanter, danser. Ouais. Et c'est moi qui organisais tous les spectacles dans les écoles. Donc je faisais, tu vois, les spectacles de fin d'année, c'est moi qui organisais, je choisissais, je faisais les castings. Et toi, t'étais un peu leaduse aussi, hein? Un truc de fou, je faisais les castings. Donc, la commandante. Ah mais grave, de fou. Et je faisais ça, et même au parc avec les enfants quand j'étais jeune, ma mère, ça c'est une blague, mais c'est hyper rigolo. Donc je organisais avec les enfants du parc qui va faire quand on faisait des spectacles pour les parents, et je ramassais l'argent. Donc tu vois, j'étais business, hein. Je leur faisais payer 5 € ou 5 francs à l'époque, je sais plus. Et du coup, voilà, je faisais business et en même temps, j'organisais les spectacles. Le Crazy Horse, ça dure combien de temps? Écoute, j'ai dansé 8 ans au Crazy. Après, t'es partie à combien de temps en tournée? Après, je suis partie aux US. En fait, avec le Crazy Horse, on a fait pas mal de tournées, parce qu'on a fait toute l'Amérique du Sud, le Tokyo. Enfin, il y a eu le Crazy, tu sais, j'ai travaillé à Las Vegas, donc il y a eu pas mal d'aventures. Mais comment ça se passe au démarrage? C'est à Paris? C'est à Paris. On t'engage à Paris, et puis après, il y avait une équipe qui était tournante, donc en fait, on switchait. De temps en temps, tu partais à LA, à Vegas, de temps en temps, tu partais en Amérique du Sud. Enfin, il y avait des tournées, donc c'était super intéressant pour quelqu'un de si jeune, tu vois. J'avais 17 ans, donc voyager le monde entier, ça a été vraiment une super expérience. Et c'est à Las Vegas que tu découvres le yoga? C'est à Las Vegas que je découvre le yoga, en tournée avec le Crazy Horse. Et révélation. Donc voilà, je l'ai découvert parce que j'étais en dépression. À Vegas, il n'y a rien à faire. En plus, je n'avais pas encore 21 ans. Donc si tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas boire, tu ne peux rien faire. Et toutes mes copines sortaient après le spectacle. Moi, je rentrais chez moi à manger du Nutella. T'avais pas envie de sortir?
Je pouvais pas si j'avais pas 21 ans et une fausse ID, je pouvais pas. Là-bas, ça passait pas. Non, pas du tout. Tu regardes, ils sont hyper stricts. Ils te demandent ton ID, ils te laissent pas rentrer. Et les autres, elles te faisaient pas faire des petites fêtes à l'intérieur? Non, elles te laissaient toute seule. Mais grave, j'étais toute seule dans la résidence à manger du Nutella, à regarder Jerry Springer Show. Tu vois ce que c'est, Jerry Springer? Le truc qui se tape dessus, là, le truc dépressif. Et j'étais en dépression. Donc du coup, vraiment, j'étais le plus down possible, presque au bout de la boulimie. Quand des copains du Cirque du Soleil m'ont dit viens avec nous au yoga. Et je dis c'est quoi ça, yoga du 3e âge? C'est quoi ce truc de vieux? C'était pas la mode en plus à l'époque. Pas du tout, tu vois. Donc, fin du mois, moi je savais pas en 2000. En tout cas pas en France. Hein. Non, pas en France, pas du tout. Et ils m'ont dit tu vois, c'est un truc des vieux et tout. Donc ils m'ont amené au yoga, effectivement tout sur un bras, sur la tête, des trucs acrobatiques. J'ai dit non mais je veux faire ça. C'est quoi ça? T'as adoré tout de suite? Tout de suite. Et du coup, les bénéfices, 17 ans alors, à ce moment-là les bénéfices de la pratique, je les ai sentis parce que je suis restée 3 mois à Las Vegas. Et tout de suite alors? Ah, mais tout de suite. C'est-à-dire que je me sentais tellement mieux, la dépression elle est partie, l'envie de manger des conneries elle est partie. Non, mais vraiment, je me suis sentie réalignée, revivre. Et moi, comme tu vois bien, je suis hyperactive. Et ça t'a un peu canalisé. Ça m'a aidé à canaliser mon énergie et pas être partout à la fois et vraiment mettre l'énergie là où je dois vraiment, où c'est nécessaire. S'il y avait eu ça quand tu étais à l'école? Bah, franchement, ça m'aurait aidé de fou. C'est pour ça que je dis que ça devrait être obligatoire dans les écoles. Moi, mon rêve, tu sais, c'est d'amener ça dans les écoles, parce que ça fait 10 ans que j'ai une école de formation. Ouais. Et mon rêve, et je l'ai dit sur France Inter, et ils m'ont dit c'est très bien parce qu'il y a des gens de politique qui écoutent la radio, mais mon rêve, c'est de former les profs de l'éducation nationale de sport à introduire le yoga dans les écoles. Je pense que c'est une bonne chose. Parce que franchement, j'aurais eu ça m'aurait sauvé et j'aurais beaucoup plus appris dans plein de matières parce que j'aurais été plus recentrée. Il y a eu la Star Academy après? Oui. T'as quel âge à ce moment-là? Là, j'avais Star Academy de 2005-2006, je sais pas, 22, 23, un truc comme ça. Et là, t'es connue du grand public? Là, connue du grand public et surtout le yoga connu du grand public parce que c'était pas du tout à la mode, j'étais la seule. Donc d'ailleurs. T'étais un peu celle qui incarne le yoga en France? Un petit peu, puisque j'ai démarré avant que ça soit à la mode. Donc oui. Et du coup, comment ils t'ont repéré? Eh ben, ils sont venus au Crazy Horse parce qu'ils recherchaient des chanteurs et chanteuses. Enfin, ils voulaient des gens, des caractères intéressants pour la Starac. Et moi, j'ai dit à Alexia Allaire-Joubert, écoute, moi, je veux pas 5 et 6. Bon, c'est déjà la fin, là, notre histoire. Mais par contre, je viens de sortir un livre. Ah, je te jure, mais j'ai dit, par contre, je viens d'écrire un livre de yoga et je veux bien présenter cette discipline à la Starac, si ça vous dit. Et c'est elle aussi, elle m'a dit, non, mais le truc de vieux, c'est pas visuel. Et je dis, tu vois, c'est pas visuel. Donc, j'ai fait quelques postures très visuel, ça, pour le coup. Sur une vidéo. Et elle m'a dit, waouh, c'est super beau à voir. J'ai dit, bah voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Et après, là, il y a la Starac qui revient. Ouais. Tu vas être dedans aussi encore. Bah écoute, ils m'ont proposé. J'étais assez surprise, mais je suis contente de continuer à présenter. J'étais surprise parce qu'ils n'ont pas pris des anciens profs. Tu sais, Kamel, qu'on adore et tous les profs. Il n'y en a pas? Ah non, c'est que des scoops là. C'est que des nouveaux profs. Ouais, c'est quasiment que des nouveaux. Donc du coup, ouais, je me suis dit est-ce que ça va le faire. Mais du coup, apparemment, je suis encore dans le cours. C'est le yoga. C'est la jeunesse éternelle. Bah oui. Bah oui. Mais t'étais quand même super jeune au démarrage. Oui, c'est vrai. J'avoue. Les autres, on les a perdus sur la route. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie d'Aria Crescendo pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika et à demain. Le meilleur de School tout de suite avec le Zap. Qu'est-ce qu'on développe justement en pratiquant la pêche? C'est assez déroutant d'ailleurs, moi en lisant tout ça, moi qui n'ai pas beaucoup pêché petit. La puissance, la coordination, l'endurance, tout ça? Alors, oui, alors ça peut être... Alors là, on est vraiment sur des pêches un peu plus peut-être sportives. Ah. Donc, quand on va 3-4 heures au bord de l'eau, etc. Alors on va demander à Alexandre. Mais effectivement, le psychomoteur, et puis aussi, on va travailler des choses qui sont liées un peu au soi, au développement du soi, c'est-à-dire au rapport aux autres, au fait d'évoluer dans un cadre réglementaire aussi. Et puis, nous, ce qui est très important dans les ateliers pêche-nature, nos écoles de pêche, c'est vraiment ce rapport à la nature et en fait développer une sorte de conscience éco-citoyenne. C'est-à-dire que l'enfant, quand il va être en contact du vivant, quand il va pêcher, comprendre les mécanismes des poissons avec leur environnement et aussi de sa place en tant qu'homme dans l'environnement, il va développer une forme de conscience, en fait, de sa place dans l'environnement. D'accord. Et à force de côtoyer les poissons, on s'attache finalement presque à ces poissons. Et cet émerveillement, en fait, au fur et à mesure, l'enfant a envie généralement, de protéger ses espèces, a plus conscience de la rivière, des petits gestes qu'il peut faire chez lui pour aider la rivière. Il y a vraiment, c'est vraiment très lié.
quand on pratique la pêche, on développe en parallèle vraiment une connaissance de l'environnement. Et cette connaissance de l'environnement, elle va vous aider après à mieux pêcher. Parce que vous allez connaître le comportement des poissons, où est-ce qu'ils vivent, à quelle période de l'année, etc. Justement, on développe une certaine forme d'intelligence parce que j'imagine qu'on élabore, tu parles effectivement de la connaissance des poissons, on élabore tout un tas de stratégies après pour justement ferrer, attraper le poisson. On commence à savoir un peu où est-ce qu'il se cache, évidemment. On a nos petits spots un peu favoris où on retourne de temps en temps. Et oui, après, c'est aussi surtout de la patience, du calme. Ça développe surtout ça chez nous. Et voilà. Irina. Justement, Benoît Lefebvre, qu'est-ce qu'on apprend à un enfant en premier lors d'une initiation à la pêche? Comment manier la canne à pêche, ou il y a des choses à savoir avant? Alors, c'est vrai qu'il y a la gestuelle, donc savoir mettre une ligne à l'eau, savoir faire les petits gestes comme ferrer, c'est-à-dire le moment quand le poisson mord, mais il y a aussi tout de suite des gestes par rapport à la manipulation du poisson, par exemple. Donc on va montrer l'anatomie du poisson, qui est, il a ses écailles, mais au-dessus il a une petite couche qui s'appelle le mucus qu'il faut protéger, parce que c'est une peau qui le protège. Donc on va apprendre tout de suite à l'enfant, par exemple, à se mouiller les mains avant de saisir un poisson, pour qu'il puisse après le décrocher correctement, et s'il le souhaite, pouvoir le remettre à l'eau dans les meilleures conditions. Également en duplex, Pierre Terjman, cofondateur et directeur de Disturb, le mouvement multimédia hybride. J'adore dire cette formule, je ne sais pas pourquoi, Pierre, ça m'inspire. En tout cas, ce qui vous inspire, vous, c'est le fait de pouvoir justement éduquer ces enfants, ces adolescents et aussi ces adultes à l'information, réussir justement à faire prendre conscience à ces publics que leurs vies numériques ne sont pas neutres, tout comme leur consommation d'informations. Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'abord de rapprocher le public des journalistes et de rappeler aussi aux jeunes ou aux moins jeunes l'importance de l'information dans une démocratie. Comment est-ce qu'on fait l'information, la pluralité de l'information, enfin toutes ces notions de base qui finalement aujourd'hui sont très très c'est vraiment plus clair j'ai l'impression que c'est plus clair pour les gens, et puis aussi ramener les gens vers plus de confiance envers les journalistes. Je pense que de ce côté-là, nous aussi, on a à se remettre en question et à avoir une pratique de l'information qui est différente. Et donc nous, on essaye, en plus de ramener toutes ces bases, de donner les outils pour s'informer différemment et pour s'informer en étant sûr d'avoir une information de qualité et vérifiée. En quoi consiste ce dispositif Apprentis Solidaires ? Donc Apprendre solidaire, c'est une prépa à l'apprentissage. On accompagne un groupe de 10 jeunes qui sont des jeunes en situation de décrochage, et l'objectif c'est de leur permettre de trouver leur voie professionnelle, et c'est surtout aussi de se trouver eux. C'est des jeunes qui souvent ont connu des situations à l'école compliquées, qui ont arrêté très tôt l'école. C'est surtout des jeunes qui sont infra-bac pour la plupart, et qui ont cumulé plusieurs années à rien faire. Donc, situation compliquée à l'école, et souvent pas que à l'école. Pas que à l'école, effectivement, quand on se retrouve, quand ils quittent l'école parce qu'ils ont envie de rentrer dans la vie active. Voilà, ils veulent du concret. Sauf que quand on n'a pas de diplôme, quand on n'a pas de formation qualifiante, c'est difficile d'aller toquer dans une entreprise et de dire je veux travailler alors qu'on n'a pas de compétences ou pas de diplôme. Et pour eux, c'est même parfois difficile de formuler un projet. Oui, et tout le secret et le pari d'Apprentis Solidaires, il est dans ce mot solidaire. Vous allez essayer de les aider, non pas en leur donnant des cours, en leur faisant du coaching comportemental, mais en les invitant à se mobiliser pour d'autres ou pour des causes. Oui, c'est l'idée. C'est de leur proposer effectivement de réaliser des actions de bénévolat, de volontariat au sein d'associations du territoire. Donc ça peut être effectuer des maraudes, ça peut être faire de la collecte alimentaire, ça peut être accompagner des personnes en situation d'isolement. Enfin voilà, c'est très très diversifié. Ça peut être des actions ponctuelles, comme ça peut être des actions qui sont collectives. Et ils sont en service civique ? Ils sont en service civique. C'est un contrat sur 6 mois, donc de janvier à juillet, où effectivement ils vont pouvoir réaliser ces missions-là. Et on va aussi les accompagner en parallèle sur du développement de compétences qu'ils développent au cours justement de ces missions de solidarité. On parlait effectivement des vertus pédagogiques de la pêche, et on disait que c'était bien de commencer à 5-6 ans, voire même plus tôt avec certains parcours pédagogiques. Ça permet de découvrir un nouvel environnement, d'appréhender les sensations aussi lorsque l'on capture un poisson. C'est un moment particulier, ça ?
après une longue, parfois très longue attente? Ah oui, ça peut être un moment. Justement, la pêche, pour ça, ça apprend certaines vertus aux enfants. C'est-à-dire qu'on n'est pas maître de tout. Le jour où ça ne veut pas mordre, des fois, ça ne veut pas mordre. Et c'est comme dans la vie. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas des moments un peu plus durs, on ne savourerait pas les bons moments à leur juste valeur. Et c'est vrai que le moment où on fait une prise, et même des fois une prise exceptionnelle, on a même parfois une montée d'adrénaline. C'est-à-dire qu'Alexandre nous évoquait ses amis, quand on attrape un très gros silure qui fait peut-être 1,50 m, 2 mètres, ça donne des sensations qui sont assez peu descriptibles. Moi, ça m'est arrivé à certaines occasions d'attraper des très gros brochets et de me surprendre à avoir la main qui tremble après, c'est-à-dire avoir une telle montée d'adrénaline qu'en fait, j'en tremble. Oui, parce qu'il y a aussi un aspect, j'imagine, il y a toute la stratégie, on en a parlé, qu'on a mis en place, et puis après, il y a le moment fatidique, quoi. Il y a ce moment où on a ferré, et il y a cette forme de combat, quoi. Alors, il y a le combat, c'est-à-dire sur des très gros poissons, effectivement, il y a le combat. Et puis après, il y a une contemplation aussi. C'est-à-dire, même quand on est pêcheur depuis longtemps, des fois, on est émerveillé de ce que peut nous proposer la nature. Et c'est vrai que pour ça, certaines personnes ont tendance, sur des poissons d'exception, au lieu de se dire, bon, je vais le garder manger, ce qui est possible aussi avec la pêche, se dire, ce poisson est tellement exceptionnel, il m'a apporté tellement de plaisir, je vais le remettre à l'eau dans des bonnes conditions. Puis peut-être c'est un cadeau que je ferai à un autre pêcheur qui aura le plaisir de le rencontrer, ou peut-être moi-même je le rencontrerai un peu plus tard, Passe décisive, Alexandre, on a compris. Mais vous l'expliquez justement aux enfants que ce n'est pas forcément de leur faute s'ils n'arrivent pas à pêcher un poisson et pour qu'ils n'aient pas cette frustration? Tout à fait. Et que finalement, voilà, comme je le disais, c'est un peu comme dans la vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas maître de tout, et encore moins quand on est au contact de la nature. C'est-à-dire qu'il faut avoir une forme d'humilité et admettre que des moments, je peux mettre tout en place, tout de la bonne manière, mais si c'est pas le moment, c'est pas le moment, et puis on va apprécier d'autres choses, l'observation de la nature à ce moment-là. Donc nous, dans les ateliers pêche nature, c'est ce qu'on fait. Il y a des jours où ça mord pas, et on va peut-être les amener sur d'autres choses, sur de la compréhension de la flore, de la faune, sur des observations d'oiseaux, par exemple. Donc voilà, il y a d'autres plaisirs autour de la pêche, et c'est vrai que si le plaisir principal, c'est la capture du poisson, en fait, on se rend vite compte qu'il y a plein d'autres choses autour de la pêche sur lesquelles on peut faire prendre du plaisir à l'enfant. Et c'est justement aussi ce qui vous anime, Adélaïde, avec Spicy, et plus particulièrement Spicy Éducation, qui est une nouvelle plateforme, si j'ose dire, que vous avez déployée depuis 1 an maintenant, pour pouvoir regrouper notamment tous vos contenus éducatifs, mais pas que. On y trouve beaucoup de choses sur Spicy Educ, à la fois les titres phares de Spicy, notamment Conspi Hunter, qui a été le documentaire de Thomas Huchon, qui a notamment beaucoup fait parler de lui et de Spicy au début du lancement de la plateforme. Il y a aussi des fiches pédagogiques, il y a aussi des quiz, il y a aussi des programmes courts. Là aussi, comme le disait Pierre, il faut plus que jamais réussir à faire prendre conscience à ces enfants que ce sont des futurs consommateurs d'infos et que l'info n'est pas neutre. Oui, exactement. Et surtout, je me permets de revenir sur ce point parce que c'est important. Nous, on met vraiment à disposition notre savoir-faire des enseignants. C'est-à-dire que toutes les vidéos qu'on a réalisées chez Spicy et qu'on réalise encore pour Spicy Edu, parce qu'il y a aussi des petits formats courts qui ont été réalisés uniquement pour le volet éducation de Spicy, c'est vraiment une mise à disposition des enseignants pour que les enseignants aient les clés pour apprendre à leurs élèves à aiguiser leur esprit critique. C'est ça qui est très important aujourd'hui. En fait, on ne va pas mettre à disposition ces vidéos des élèves, on les met à disposition des enseignants et eux, ils vont élaborer des séances pour leurs élèves et leur permettre de retenir telle ou telle clé, tel ou tel outil pour qu'ils puissent aiguiser leur esprit critique, éviter les pièges du mensonge en ligne, etc. Ça devient un outil pédagogique en soi. Exactement, c'est une ressource numérique. En fait, qu'on met à disposition du coup des établissements scolaires, des bibliothèques, mais pas que, des centres de formation. En fait, on s'est rendu compte aujourd'hui que les documentalistes, les enseignants manquaient de ressources vidéo et parfois se sentent un peu démunis par une fake news, par exemple, qu'un élève peut relayer, a vu passer sur les réseaux sociaux grâce à un influenceur ou à une vidéo YouTube ou quoi que ce soit. Et en fait, ils ont besoin que les enseignants leur montrent aussi des vidéos qui expliquent, qui donnent vraiment des outils pour se repérer dans ce grand bassin qui est l'information et les réseaux sociaux, là où il y a énormément de fake news et où c'est très difficile de démêler le vrai du faux. Et dans cette heure de la récré, vous allez nous parler d'un record aujourd'hui. Et oui, d'un très joli record réalisé par John Cena, immense star du catch aux États-Unis, 13 fois vainqueur du championnat WWE, le World Wrestling Entertainment, entreprise qui diffuse, catch, ça, je sais ça. Voilà, qui diffuse des compétitions, de catch. Il a la mâchoire carrée. Tout va bien, voilà.
Ouais. 3 fois champion du monde. Il est sympa, je te trouve très sympathique. Mais il est très sympa. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Ses muscles ne cachent pas, cachent au contraire quelqu'un de très Une grande tendresse. D'accord. Et alors, c'est pas dans le domaine du catch, figurez-vous, qu'il a obtenu ce record, mais dans son action pour la fondation Make-A-Wish, fait un vœu. Cette fondation, elle permet d'exaucer les vœux d'enfants qui ont des maladies graves. Alors, il y a tout type de vœux. Le but, c'est vraiment de pouvoir tout demander. Et parmi les souhaits des enfants, ce qui revient souvent, c'est une rencontre avec John Cena. Et bien, depuis 20 ans, le catcheur a rencontré 650 enfants malades, ce qui fait environ 32 fois dans l'année. Ouais, c'est extraordinaire. Et alors, quand vous dites record, je crois que c'est un vrai record, c'est ça? C'est dans le Guinness. Et le compte Twitter Guinness World Records a tweeté ça: ardeur, loyauté, respect. Et c'est vrai que ça impose le respect, parce que depuis la création de l'organisation Make-A-Wish, aucune personnalité n'a accordé plus de 200 vœux, donc largement moins que les 650 de John Cena. Et pour les médecins de Make-A-Wish, ces visites comptent énormément pour les malades, parce que ça leur donne la force de se battre et de résister. Ça leur amène un peu de bonheur dans des journées où ils ont souvent des soins très lourds à supporter. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous nous écrivez, on vous répond. Canal 247 sur les Freebox pour nous retrouver. Schooltv.com, bien entendu. Aujourd'hui, à la réalisation, c'était Angèle Jean-Girard. Au son, Maxence Mogin. Make-up, Taï Sayad. À la rédac, Emma Guessel et Agathe Delannoy. Et merci à la post-prod, à Roxane Sarfati. Belle soirée à tous. Ciao.